Je crois qu'on va y aller, si vous êtes d'accord. Et puis, il y aura sans doute, comme pour tout à l'heure, des amis qui nous rejoindront. Sachez que, il y a enregistrement et qu'ensuite, nous pourrons passer, bien sûr, ce débat sur notre chaîne du CDE sur YouTube et elle pourra être visionnée, bien sûr, ce qui fait que le débat se prolongera. Merci de couper vos micros, sauf bien sûr nos conférenciers et Mirette, avec qui nous allons animer ce débat. Alors, quelques règles, messieurs, si vous le voulez bien. Nous avons 1 heure, peut-être un peu plus, on verra comment ça va se passer. L'idée est la suivante, on va tout de suite à l'un et à l'autre vous donner 3 minutes chacun pour nous dire pourquoi les Américains doivent voter pour votre candidat. Vous le ferez en 3 minutes top chrono. On va être relativement strict au niveau du temps. Donc, on coupe votre micro après 3 minutes, en fait. Non, pardon, pardon d'avance, mais je suis sûre que vous pourrez tout à fait vous exprimer dans ce temps. Et ensuite, nous fonctionnerons ainsi. Je poserai une question à laquelle vous aurez chacun 1 minute pour répondre, la même question. Et ensuite, Mirette, dans son travail de journaliste, elle a, il y aura 6 questions sur lesquelles vous allez répondre chacun sur la même question. Et Mirette en a choisi 3 de ces questions et 3 pour vous poser de manière plus spécifique une question à l'un et à l'autre, où vous pourrez là encore vous exprimer, disons, en 1 minute, 1 minute et demie chacun, pour que, une fois qu'on arrivera normalement à une grosse demi-heure, eh bien, nous pourrons donner la parole au public déchaîné qui, lui, peut poser ses questions par chat. Et pardon, nous ne vous donnerons pas la parole, mesdames et messieurs, mais on prendra du chat les questions. Vous pouvez mettre votre conversation de groupe. Vous savez tout le monde comment faire? En bas, vous avez un petit signe converser, vous cliquez dessus et dès lors, vous pouvez réagir et poser vos questions en écrivant là. Et merci, messieurs, de le faire en français. C'est très, très appréciable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire au sort ou on prend par ordre alphabétique? Charles Adams, merci d'être là. Pourquoi faut-il voter pour votre candidat? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Merci à vous. Et je me réjouis de la possibilité de converser avec mon compatriote James Foley. On a déjà eu ce plaisir ces derniers mois. Donc, je parle en tant qu'Américain, mais Américain qui vit en Suisse, donc un Américain expatrié, très impliqué dans la politique américaine, mais avec un regard sur les États-Unis qui est celui de quelqu'un qui vit à l'extérieur. Le président des États-Unis est censé incarner l'esprit de la nation américaine. Il en est le représentant, il en est l'avatar. C'est donc un personnage qui traduit l'image que veut projeter l'Amérique face au monde. Pour moi, le choix de cet avatar va presque sans dire. Personne, y compris mon compatriote qui s'exprimera à ce sujet, ne peut s'imaginer que Donald Trump est un personnage dont les Américains expatriés puissent être fiers.
n'est pas un personnage dont on puisse dire qu'il est élégant, qu'il est crédible, qu'il a de la compassion, qu'il a de l'empathie, qu'il a de la bienveillance, que c'est un rassembleur, un unificateur. Rien de cela ne peut se dire de Donald Trump. Tout cela peut se dire par contre de Joe Biden, qui est un homme de consensus, un homme de dialogue, un homme de rassemblement, un homme de bonté, de charité et d'empathie. Voilà pourquoi, pour moi, le choix se fait très facilement. Je soutiens la candidature de Joe Biden à la présidence des États-Unis. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation pour ce soir. C'est un grand plaisir, même si c'est un peu différent avec le Zoom ou un meeting à l'étranger comme ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. On fait ça depuis quelques mois déjà avec comment ça s'appelle, le nouveau normal, on en appelle, avec le COVID et le reste. Bonsoir à Charles aussi, qu'on avait déjà eu le plaisir à papoter sur nos feelings de nos présidents. Et moi, je soutiens Donald Trump comme président, pas à cause de son comportement, pas à cause de son élégance ou son crédibilité, bienveillance ou le reste, comme Charles avait mentionné. Moi, je suis un converti, c'est-à-dire, je n'étais pas électeur, je n'ai pas voté pour Trump il y a 4 ans, parce que j'ai pris Trump comme un démocrate de New York, simplement comme ça. Après 4 ans, par contre, il avait prouvé qu'il soit capable, qu'il soit plus que prêt pour le boulot, malgré ses gaffes avec les médias sociaux, malgré son comportement qui certains trouvent non acceptable ou borderline, c'est-à-dire au bord de bien et le reste. Je crois que les électeurs de Trump aux États-Unis ils savent bien qui est Trump depuis le début. On savait qu'il est un showman, on savait qu'il a une grande gueule, on savait qu'il aime bien être présent dans la télévision et il aime bien l'entertainment. Il était dans l'industrie de l'entertainment depuis une trentaine des années. Ce qui est plus important sont les résultats. Je supporte Président Trump à cause de ces résultats qu'il a pu faire, qu'il a obtenus ces derniers 4 ans. Et ça, c'est le plus important pour les États-Unis et aussi pour le reste du monde, parce que si l'économie américaine marche bien, ça va bénéficier, ça va faire du bien pour le restant du monde, y compris la petite Suisse. Et si on parle de capacité du président, je trouve que Joe Biden, dans le mot de Robert Gates, l'ancien chef de secrétaire de défense, secrétaire de guerre aux États-Unis, qui avait dit dans son livre, Joe Biden, il est en politique depuis 47 ans, 48 ans, et n'a jamais pris une bonne décision pour la politique étrangère. Donc, je dois pas mentionner ce que je pense à Joe Biden, je laisse ça aux autres. Donald Trump lui-même avait dit le dernier débat Joe Biden, c'est la raison qu'il a décidé à se présenter comme président. Donc, vu le résultat, je crois que Trump, il a bien mérité un autre 4 années. Merci. Merci, Monsieur Follet. Ma question suivante est pour vous. Mirette, je pose la question aux deux et tu la poses après? Tu te souviens? Alors, la question maintenant qui rebondit sur ta question. Et je n'ai pas posé ma question. Alors, vas-y d'abord. Merci. Alors, messieurs, pour rester dans l'actualité, en 1 minute chacun, si votre candidat est élu, comment pensez-vous qu'il va régler sa politique d'action au sujet du corona? Que vont-ils faire? Ils sont élus par rapport au corona, que se passe-t-il? Charles Adams. L'ancien vice-président, le futur président Biden s'est clairement exprimé à ce sujet cette semaine encore. Il prendra en charge la responsabilité du gouvernement fédéral
pour la mise en œuvre d'un programme spécifique, y compris un mandat de masquage national dans la mesure du nécessaire, y compris un soutien fédéral à toutes les institutions qui rentrent en cause en matière sanitaire, tout à l'encontre de ce qui a été mené ces derniers 9 mois dans l'incohérence et l'incompétence, c'est-à-dire en quelque sorte une abdication totale de la contribution du gouvernement fédéral à la gestion de cette crise sanitaire. La résultante en est que 230 000 Américains en sont décédés, que les États-Unis ont un taux de létalité qui est bien au-delà de la norme internationale. C'est une catastrophe ambulante qui de quel pourcentage, a un impact sur l'économie que l'on connaît. Quel pourcentage vous avez aux États-Unis en pourcentage? C'est un pourcentage par rapport à la population qui est nettement au-delà, au-dessus de la moyenne mondiale. Je peux vous citer un pourcentage de létalité spécifique, mais si on prend 230 000 fatalités par rapport à la population américaine qui est de l'ordre de 330 millions, on arrive vraiment dans les derniers de la classe au niveau mondial dans la gestion de cette crise. Ça, c'est une question qui est tout à fait nette, puisqu'elle relève de la statistique et non pas de l'opinion. Merci beaucoup, Charles Adams. James Foley, que fera Donald Trump s'il est élu mardi prochain à ce sujet? À mon avis, Charles est un peu dur avec le président parce que, à mon avis, le président, il avait fait ce qu'il fallait faire. C'est bien facile à critiquer après la fête, mais au début, le président, n'oubliez pas, il avait arrêté des vols de la Chine et puis c'était arrêté des vols de l'Europe pour minimiser au moins, pour faire moindre les cas de nouveaux cas aux États-Unis. Et il a laissé, selon le système fédéral, comme mentionné par Charles, il avait dit qu'il n'y a pas une solution fédérale, c'est-à-dire couvre tout par Washington, D.C. Il a dit, et à mon avis correctement, c'est aux États, responsabilité des États différentes et des grandes villes différentes, à décider eux-mêmes comment ils veulent combattre ce virus sur le niveau pied à terre, c'est-à-dire sur le ground level. Ce n'est pas la place de Washington, D.C. à décider quelque chose pour tout le monde, comme ils font ici en Europe, par exemple, avec l'Allemagne et la France actuellement, qui sont de nouveau en lockdown, de nouveau avec quarantaine, de nouveau à interdire les gens de sortir de leur propre maison, qui est une totale violation de nos libertés, à mon avis. Et dès que le gouvernement, ils ont le goût de prendre les freedoms, de prendre les libertés de population, c'est une chose qu'ils aimeront bien garder. Et ça, c'est un risque pour nous en totalité, pour l'avenir, à mon avis. Merci. Merci Alors, beaucoup. ma question à M. Foley maintenant sur le coronavirus, si on reste sur cette gestion par M. Trump, qu'est-ce que vous répondez à ces adversaires finalement qui disent d'accord, il a voulu garder une certaine liberté de circuler, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à M. Biden qui l'accuse de propager plus vite la pandémie et aussi de semer la discorde parce qu'il y a des populations qui souhaitent plus de protection? Ce qui permet à M. Biden finalement de se poser en rassembleur, sans compter le fait que par rapport aux aides et aux indemnités qui ont été offertes aux ménages les plus pauvres, celles-ci n'ont pas été prolongées, donc elles sont probablement insuffisantes aujourd'hui pour que les Américains moyens puissent maintenir leur niveau de vie face à cette crise qui va se prolonger aux États-Unis. Monsieur Foley. Je crois que ça, c'est juste un côté de l'histoire. On voit dans la presse juste le côté de l'histoire qui dit oui, il faut avoir des masques et des autres mesures comme ça pour protéger les gens. Si vous croyez franchement, ça va vous protéger d'un virus, j'ai un pont sur le Mont Blanc à vous vendre, tout le monde ici. Deuxièmement,
il y a des opinions médicales, des experts qui disent le contraire à ce qu'on voit tous les jours dans la presse. Mais ça, c'est jamais propagé, ça, c'est jamais publié, ça, c'est jamais parlé, discuté dans la presse. C'est juste un seul point de vue. Et malheureusement, cette instance de COVID partout dans le monde, mais spécialement aux États-Unis, grâce à l'année d'élection, c'est devenu une balle de foot politique au lieu de vraiment une chose qui devrait être traitée autrement. Non seulement ça, à mon avis, les démocrates, ils ont l'habitude que dès qu'ils commencent à voir une différence de l'opinion, ou ils n'aiment pas ce que la presse dit, ou ils n'aiment pas que le public, ou ils veulent influencer ce que le public pense, ils changent les règles de jeu. Par exemple, au début, c'était combien de cas de mort. Et maintenant, c'est combien de cas d'infection. Mais c'est quoi qui est important? Les cas de mort ou les cas de l'infection? Le taux d'infection, c'est à la fin irrélevant. Ce n'est pas exactement important si on considère que le taux de mortalité de ce virus, c'est 99,5% survivabilité et pas létal pour les gens. Deuxièmement, dans les États aux États-Unis qui sont menés par les démocrates, je parle des gouverneurs démocrates et des bourgmestres démocrates, on avait plusieurs cas de mort dans ces États-là que dans les États menés par les républicains. Donc, je reviens au début et je crois que ce président Trump avait dit « laisse les États et les gouverneurs décider le moyen, ce qu'ils veulent faire pour combattre ce virus ». Ça, c'était la meilleure stratégie. Par contre, ce qu'il aurait dû faire, président Trump, à mon avis, mon opinion, il aurait dû dire réouvrir votre économie, réouvrir vos restaurants, réouvrir vos airlines, c'est-à-dire vos aéroports. Compagnie aérienne, merci. Et permettre les gens à mener leur vie comme ils veulent. Système Suède, disons, comme il fait dans la Suède. Je crois que c'est une chose qui est très importante et les taux de mort, les taux de meurtre, des shootings aux États-Unis, les taux de divorce, le taux de chômage, tout ça, c'est lié avec les fermetures et les quarantaines dictées par le gouvernement qui, à la fin, ont une bonne raison médicale derrière, très douteuse, à mon avis. Merci beaucoup, James Foley. Très rapidement, si vous deviez choisir, parce que les Américains, ils sont comme nous, ils ont des profils différents. Si je vous demandais à chacun de me donner les 3 profils types des électeurs d'un camp et de l'autre, vous me donneriez qui? Charles Adams, 3 profils types d'Américains qui vont voter pour Biden. Pour Biden Oui. Qui? 3. Quel genre? Les femmes, okay. Massivement. Deuxièmement, les gens éduqués au niveau universitaire sont également majoritairement derrière Biden. Troisièmement, les classes ouvrières syndicalisées. Merci. De tendance démocrate historique. Merci beaucoup. James Foley, les 3 catégories. Les 3 catégories d'électeurs pour Trump sont typiquement sa base des électeurs. C'est typiquement la classe, aussi la classe ouvrière, mais middle class aussi, beaucoup de gens de classe moyenne. Mais il a pu attirer la dernière élection et maintenant encore plus solidifier son attraction aux électeurs de classe moyenne et aussi des ouvriers parce que grâce à l'économie ces derniers 4 ans et la croissance d'économie qu'on avait aux États-Unis avec la réduction de régulation et la réforme du code fisc aux États-Unis qui a mené à une grande croissance des jobs et de manufacturing aux États-Unis. Deuxièmement, il y a des gens démocrates et républicains
qui ont été pas convaincus par Trump la dernière fois, mais cette fois-ci, en voyant les résultats économiques et le bien que ça a fait pour les États-Unis ces derniers 4 ans, ils vont changer d'avis et voter pour Trump cette fois-ci. Même en tenant le nez, ils vont le faire. Parce que souvent, malheureusement, dans la politique, c'est un choix entre le mauvais et le pire. Et troisièmement, voteurs pour Trump, il y a les gens indécisifs, les independent voters, qui sont des undecided, et je crois les non décidés. Et je crois que cette fois-ci, pour les raisons que j'ai déjà exprimées, ces gens-là sont plus convaincus que jamais avant à voter pour Trump pour les raisons fiscales et économiques. Merci Alors, beaucoup. merci beaucoup, on parlera du bilan économique un peu plus tard avec Enza. Maintenant, j'aurais une question pour M. Adams par rapport à la Silicon Valley et Wall Street qui seraient tendanciellement positionnés plus pour Biden. Est-ce que ça, si c'est le cas, ça va suffire à le propulser ou est-ce qu'on va de nouveau se tromper en surestimant le poids de la tech et de la finance en tant que prescripteur, en tant qu'électeur vraiment important? Et puis, on va être surpris de nouveau que d'autres électeurs étaient dans notre angle mort, comme il y a 4 ans. Par rapport à Silicon Valley et Wall Street, que ce sont loin d'être les principaux centres de soutien pour la candidature de Joe Biden. Dans l'ensemble, il est vrai que l'industrie de la haute technologie et de l'informatique a tendance à préférer la candidature de Joe Biden. Il en est de même pour les milieux financiers de Wall Street, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan du soutien de Joe Biden qui va le propulser à la présidence. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ni les GAFA ni Wall Street auront une voix prépondérante dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement à venir. Merci beaucoup. Merci Mirette aussi. Alors, comment chacun des candidats imagine les relations internationales, économiques internationales entre l'Amérique et l'économie mondiale, et notamment avec la Chine? Charles Adams. Le président à venir, Joe Biden, a clairement annoncé sa politique par rapport à la Chine. Il s'agira d'une concurrence dans laquelle l'Amérique sortira vainqueur. Il ne s'agira pas d'une confrontation ni d'une guerre tarifaire qui a été catastrophique pour l'économie américaine. Il va falloir trouver un terrain d'entente et de collaboration entre les États-Unis et la Chine au niveau économique, financier et culturel. Il va falloir éviter les confrontations et les provocations de part et d'autre. Je pense que c'est possible, c'est en tout cas la volonté de Joe Biden. Merci beaucoup. James Foley. À mon avis, mon collègue Charles, il est un peu trop sympa avec nos amis des Chinois, qui sont tellement une concurrente, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le restant du monde. Président Trump, il est le premier président depuis longtemps de se mettre debout contre les Chinois et leur façon de faire le commerce avec le restant du monde. C'est-à-dire, ils sont connus, les Chinois, pour copy-paste, comme on dit en computer world, pour copier la technologie des autres et pour voler les technologies des autres depuis très longtemps. Et sans vouloir gigoter l'arbre, trop gigoter l'arbre politique, il y a beaucoup de nations en Europe et aux États-Unis, des présidents en administration après l'autre, qui depuis des années ont toujours, comme on dit, pas en compliance, mais ils ont fait ils ne voulaient pas être provocateurs, ils ne voulaient pas sembler comme provocateurs contre la Chine pour la bonne raison de rester comme bon ami avec la Chine pour pour augmenter l'économie américaine dans le monde entier. La fait que la Chine était octroyée
le statut de Most Favored Nation ou membership dans les l'OMC. Oui, l'OMC. Ça, c'était quelque chose qui nous, les États-Unis et l'Europe en général, a fait un sens à l'envers. Oui, un désavantage. Un désavantage long terme, tout à fait. Et les Chinois, maintenant, ils doivent conquérir avec un président qui est plus sage avec leur modus operandi et il est prêt, avec des moyens tout à fait constitutionnels, se battre contre leur praxis par les tarifs qui, contre ce que mon ami Charles avait dit, mauvais pour les ou désastreux pour l'économie américaine, c'était plus ou moins une bonne chose. Et on voyait aussi, entre-temps, un retour de beaucoup de manufacturing, y compris des jobs qui sont retournés aux États-Unis grâce non seulement certains tarifs contre les biens et les technologies chinois, mais aussi à cause de réformation du code fiscal américain depuis décembre 2017. Justement, M. Follet, ces Américains du centre de la Rust Belt, des régions industrielles du centre de l'Amérique qui avaient propulsé M. Trump il y a 4 ans, est-ce que vous pensez qu'ils lui sont restés fidèles? Vous dites que la guerre des tarifs a plutôt bénéficié aux industries. Dans les médias américains, on a des gens qui travaillaient dans des usines du centre de l'Amérique qui se plaignent que leur usine a dû fermer suite à l'imposition de ces tarifs parce qu'eux, ils commerçaient sur l'acier, par exemple, avec la Chine et que ça leur a été dommageable. Qu'est-ce que vous pensez de cet électorat? Où en est-il? Est-ce qu'il soutient toujours M. Trump? En général, je crois, à mon avis, ils vont toujours soutenir le président Trump parce qu'ils savent que les portes ouvertes, économie, spécialement avec la Chine, ça fait plus de mauvais que de bien. Et deuxièmement, ils ont déjà vu le retour des jobs déjà avec certains changements que Trump avait fait, code fisc et les tarifs. Et troisièmement, vous voyez les résultats du 3e trimestre qui viennent sortir. Moi, je travaille dans l'industrie automobile depuis une trentaine d'années et je peux vous dire que tous les indicateurs notent que non seulement de PNB, qui est juste au bas, le dernier 20% de l'économie nationale, le produit national brut ou the gross national product, GNP en anglais, il faut regarder le GO, c'est-à-dire le Go Factor. Ça, c'est le Gross Operations. Et ça, c'est le restant de l'assemblage de chaînes de l'économie depuis les manufacturing, tous les étages de manufacturing, depuis les procurements des matériaux jusqu'à la produit fini pour vendre aux consommateurs. Et si on regarde ces chiffres-là, on voit une tendance très, très forte pour les derniers 3 mois et en dessous pour les prochains 6 mois dans les chiffres économiques. Donc, je crois que ces électeurs dans ces Rust Belt States, comme vous avez mentionné, ils vont bien rester fidèles au président Trump cette fois-ci parce que l'économie américaine, malgré ce que vous voyez dans la presse, est plus positive que la presse donne crédit pour, que la presse rapporte. Merci. Merci beaucoup. Si on reprend quelques points chauds quand même auxquels les 2 candidats sont quand même confrontés, comme ça, je parlerai de l'environnement et du racisme qui ont fait ces derniers temps couler quand même beaucoup d'encre au niveau international. Charles Adams, votre candidat, par rapport à l'environnement, par rapport au racisme? Ce sont effectivement 2 thèmes qui sont importants dans le cadre de la définition de la politique de Joe Biden. Pour ce qui est de l'environnement, je crois qu'il y a simplement une reconnaissance d'une vérité scientifique qui est à l'origine d'une crise climatique qui va en sévissant. Joe Biden a déclaré son intention de faire de sorte que les États-Unis rejoignent les accords de Paris pour participer à un effort global, international, mondial, pour faire face au réchauffement terrestre et pas nier la vérité qui nous regarde en face. Pour ce qui est du racisme, l'Amérique doit encore venir à terme
des effets ressentis encore aujourd'hui d'un racisme institutionnel qui trouve son origine lointaine dans l'esclavage et dans le péché mortel de l'esclavage qui a fait partie intégrante de la nation américaine dès ses origines. Je crois que la raison pour laquelle c'est un sujet particulièrement vif en ce moment, c'est parce qu'on a eu malheureusement la prolifération d'incidents de violence dont ont été victimes des minorités américaines et notamment dans la communauté des Noirs américains du fait d'interventions policières mal jaugées. Et alors, excusez-moi, Charles Adams, ça c'est les faits que nous connaissons, mais quelle est la réaction de votre candidat s'il est élu par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement sur le terrain? Eh bien, sur le terrain, il va renforcer la coopération communautaire, le rassemblement au niveau des villes, des banlieues, des petits villages, pour faire de sorte que la police, les forces de l'ordre coopèrent dans la protection et la sauvegarde du citoyen, plutôt que de se diriger comme contrôleur, comme punisseur, et finalement créer un clivage entre la police et la communauté des citoyens. Merci beaucoup. Elle l'a dit et l'a répété, on ne peut pas se permettre d'aller de l'avant avec la militarisation des forces de l'ordre. Au contraire, il faut renforcer la notion du soutien réciproque et de la coopération. Merci, Charles Adams. Alors, James Foley, ce sont deux mots très chauds. Ben oui. Comment je dois répondre à ces statements-là? D'abord, la police, est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Je crois, égal où on va, égal quel pays, égal quel canton ici en Suisse ou quel État aux États-Unis, les polices ne sont pas parfaits. Mais la solution n'est pas ce que les démocrates et certains groupes qui se prennent avec un message démocratique, notamment BLM, Black Lives Matter et les gens, à mon avis, terroristes, Antifa, avec les mesures qu'ils ont suggérées et en certains cas, ils ont fait avec defund de police, débudgéter la police. Ça, ce n'est pas une solution du tout. Est-ce que la police peut être réformée pour s'améliorer? Absolument, tout à fait. Est-ce que la solution, c'est de débudgéter ou de prendre du soutien financier de nos polices? Pas du tout. Regardez ce qui se passe à Minneapolis après l'incident de George Floyd. Le conseil de ville, ils ont réduit le budget de policiers de la police par $1 milliard. Ils ont fait pareil à New York. Et puis, tout à coup, le bourgmestre, dans tous les deux cas, rouspète que le taux de criminalité soit monté. Quelle surprise! Deuxième chose, et ça c'est une fête qui soit pas assez ou peut-être pas souvent rapportée dans la presse au peur de semble raciste. Les Noirs aux États-Unis comprennent à peu près 13-14% de la population totale, mais ils sont responsables pour plus que 50% des criminalités. Donc, la possibilité qu'un Noir soit confronté par un policier, et policiers de toutes les couleurs, non seulement des Blancs, soit plus élevée pour un homme noir aux États-Unis qu'ailleurs. Le plus grand risque pour un homme noir aux États-Unis, ce n'est pas un policier, c'est des autres noirs. On voit ça déjà dans des violences entre les bandes, de gang violence aux États-Unis, à Chicago, et plus récemment, c'était aujourd'hui ou cette semaine dans le New York Times, je crois, une histoire de Oakland, Californie, le taux des meurtres entre des jeunes noirs en Central City, Oakland, centre-ville, est fort élevé depuis ces derniers temps. Et une des choses qu'ils ont constatées soit responsable pour ça, c'est les mesures de COVID. Voilà, de lockdown, de quarantaine et tout ça. Alors, supporter la police, est-ce qu'ils doivent être réformés? Oui. Est-ce que la police soit contre le peuple? Non. Est-ce que la police soit raciste, institutional racism?
À mon avis, ça n'existe Très bien. pas. Tu veux ajouter quelque chose? Non, attends, Mireille, juste pour ta question, je n'ai pas entendu sur l'environnement. Un mot sur l'environnement, James Foley. Environnement l'environnement, le climat, la pollution. Global Climate Action. Oh, Global Climate Action. Encore une raison pour nous grimper dans la poche. Vous savez, je roule dans un grand pick-up américain avec un moteur V8 de 400 chevaux qui fait beaucoup de CO2. Et vous savez pourquoi? Ah bien. C'est super, non, c'est super bien parce que les plantes, ils aiment bien le CO2. C'est pas une polluante du tout. Ça, c'est juste une autre, à mon avis, ça, c'est juste une autre raison pour grimper dans vos poches. Et écoutez tout le monde, excusez-moi, entendez-moi, la Suisse ne va pas sauver la planète avec les réductions de CO2 de la Suisse. Excusez-moi, c'est pas possible. Si, parce que le secteur financier suisse représente une production de CO2 qui est vraiment aussi grande que tous les autres secteurs combinés. Donc, c'est l'utilisation de jets privés, c'est le business international. Mais de toute façon, M. Foley, je crois que même M. Trump n'oserait pas dire ce que vous avez dit. Moi, vraiment, bravo. Dire la vérité, ce que je pense, et je crois que le président Trump, il avait dit ça aussi. C'est vrai que même à Davos, il avait dit. D'accord. Alors, j'ai une question maintenant pour M. Adams, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est qu'est-ce que M. Biden ferait. Bon, il n'est pas pour la sécurisation maximum, mais plus pour la pacification des communautés, très bien, tant mieux. Mais pour ne pas criminaliser la misère, il faut déjà résoudre la misère. Donc, sachant que les communautés noires et hispaniques ont le plus fort taux de chômage, qu'est-ce que M. Biden a comme programme pour remédier à cette misère économique de ces minorités de couleur? Eh bien, le cas est d'autant plus grave que la pandémie sévit aux États-Unis. Malgré la déclaration de Donald Trump avant-hier que la victoire était acquise, que le coronavirus avait disparu et que c'était grâce à sa gestion héroïque de la problématique depuis le début. Donc, l'affaire est réglée. Elle n'est pas réglée, par contre, pour, comme vous le dites, les gens qui sont dans la misère et confrontés à un chômage qui va se prolonger. Le programme du Parti démocrate, le programme du candidat Biden prévoit tout d'abord, dans les premiers jours de la nouvelle administration, la votation par le Sénat, dont on espère qu'il sera majoritairement démocrate, d'un programme de stimulus, un troisième programme de stimulus, de l'ordre de 2 000 milliards de dollars, qui sera dirigé effectivement vers ceux qui en ont le plus besoin, et non pas que ça sert plutôt à un tremplin aux intérêts privilégiés qui en bénéficient déjà beaucoup trop. Il y aura également une rectification de la fiscalité pour faire de sorte que les classes privilégiées et aisées contribuent à leur juste mesure au budget du gouvernement fédéral. Il y aura également des programmes d'apprentissage financés par le gouvernement fédéral afin d'adapter les capacités des employés, des ouvriers, au secteur susceptible de proposer le plus d'emplois. Donc une adaptation des capacités et des connaissances pour les jobs dans la technologie, dans l'informatique, dans le secteur du service, là où l'essor sera très important. Tout ça fait partie d'un programme économique qui est réfléchi, qui est équilibré et qui sera pour le mieux, je pense, pour l'intégralité de la société américaine. Merci. Merci beaucoup. Justement, là, on parle de dépenses. Avant de dépenser l'argent au niveau social, faut-il encore pouvoir avoir une économie florissante? Alors, quel est le programme économique à l'intérieur du pays pour chacun de vos candidats? Charles Adams, comment gagner l'argent que vous allez vouloir dépenser? Pour financer le gouvernement et ses programmes? Eh bien, effectivement. Quel est le programme économique de M. Biden? Le gouvernement est tributaire de la recette fiscale. La recette fiscale dépend du degré de développement et d'avancement de l'économie.
pour ce qui est de Joe Biden, il y a 3 priorités. La première, c'est de faire de sorte que les mesures prises en vue de protéger le marché américain soient mieux adaptées que les guerres tarifaires dont on a constaté qu'elles sont davantage nuisibles que prometteuses. Secondo, un programme de redistribution des revenus de manière davantage équitable pour les classes moyennes et les classes ouvrières. Et troisièmement, des subventions aux industries de manufacture traditionnelles en perdition aujourd'hui, afin de créer dans la plus grande mesure du possible des emplois dans les milieux urbains et ex-urbains qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup. James Foley, quel est le programme de M. Trump, programme économique? Moi, je dirais, bon, c'est un bon point que Charles avait mentionné, c'est-à-dire la réforme de certains cas de l'éducation pour focuser plus sur les jobs ouvriers, les jobs de technique, les jobs qui sont plus en demande aujourd'hui que juste avoir les gens qui font qui gagnent un diplôme à l'université pour l'art libéral ou l'histoire de je sais pas quoi ou de social medicine ou je sais pas quoi. C'est pas une chose très bien employable après. Donc, il y a tellement de jobs aux États-Unis qui ont besoin de personnel pour le faire, mais ils ne trouvent pas les gens qualifiés pour les mettre. Donc, curieusement, ce programme-là, c'était déjà fait par l'administration Trump, plus précisément par sa fille Ivanka Trump, qui avait mené les education reform pour changer l'éducation et les formations pour mieux passer avec les demandes de boulot sur le marché. Donc, ça, c'est une challenge égal qui gagne, ça doit être adressé aux États-Unis parce qu'on voit que on doit faire un retraining, une reformation pour beaucoup de gens dans l'économie. Comme ça, ils peuvent mieux participer dans les secteurs de l'emploi différents pour profiter pour l'avenir. Deuxièmement, ces plannings de court terme, redistribution du fric ou les paiements de 1 200 $ par personne. Je n'ai pas encore reçu le mien, malheureusement, parce que mon déclaration d'impôt américain pour 2019, c'est toujours pas encore processé par le fiscus américain. Donc, ça serait pas mal si jamais ça arrive. Mais en fait, c'est quelque chose que... voilà ce que le gouvernement, ils font partout. Ils prennent du fric et ils font des redistributions. Président Trump est plutôt quelqu'un qui croit c'est mieux d'avoir l'économie et les business et les entreprises génèrent les boulots, génèrent les produits et employer des gens, embaucher des gens pour produire une économie de croissance comme ça, au lieu de transférer d'une poche à l'autre, comme on fait maintenant. Donc, et dernièrement, on parle souvent aux États-Unis, mais c'est mentionné de moins en moins dans la presse ces jours, c'est l'assurance médicale aux États-Unis qui, sous les républicains, ils veulent faire vachement des réformes et des changements dans le système pour le rendre plus, pour permettre plus de concurrence dans le marché d'assurance. Un peu comme on a ici en Suisse. C'est très, très ouvert et tous les assureurs peuvent concourir et battre pour leurs clients à gauche et à droite pour chercher les nouveaux clients, en offrir les services désirés par les clients, mesurés pour eux. Maintenant, aux États-Unis, c'est le système third party. Merci beaucoup. Les clients n'ont pas le choix. Merci beaucoup, James Foley. Mirette va revenir un petit peu sur l'un et l'autre. 2 questions rapides à chacun d'entre vous sur l'économie. Donc, Monsieur Adams, dans un pays où les impôts n'ont pas été relevés depuis de nombreuses années et où les ménages et les entreprises sont vraiment très, très réticents à une fiscalité élevée, c'est un des pays où les taux d'imposition maintenant sont les plus bas du monde pour les plus riches et pour les entreprises de manière effective, je veux dire. Comment est-ce que... Oui. Comment est-ce que M. Biden envisage vraiment de pouvoir faire passer
cette idée de relever dramatiquement les impôts jusqu'à combien? 65% pour la personne physique. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas ça finalement qui va lui coûter l'élection, peut-être? Je pense pas. Je pense que le programme qu'il a annoncé, qui est extrêmement détaillé en la matière, est de nature à remporter le soutien de l'ensemble de la population. Il a dit très clairement que l'effort fiscal sera orienté vers les ménages pour lesquels les revenus sont au-delà de 400 000 $ par an, où il est question effectivement de relever l'actuel taux marginal d'imposition qui est historiquement bas et qui effectivement font des États-Unis un paradis fiscal. Là, il faut absolument faire de sorte que les revenus les plus hauts, les ménages les plus aisés, contribuent davantage à un effort collectif, sociétaire, de redistribution de revenus. Il en est de même pour le taux d'imposition sur les entreprises, qui sont de sorte de faire des États-Unis de nouveau, à ce niveau-là, un paradis fiscal. Ce n'est pas la vocation des États-Unis de minimiser la contribution fiscale des uns et des autres. On ne peut pas avoir une société bien organisée, cohérente, bien administrée, sans qu'il y ait des recettes gouvernementales à la hauteur de la vocation qui est la sienne de gouverner de manière efficace et compétente. Et le programme de Joe va dans ce sens, et je pense qu'il méritera du soutien de l'ensemble ou d'une majorité, d'une forte majorité même, des électeurs. Merci. Monsieur Follet, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce du type le PIB américain a augmenté de 33%, c'est fantastique, mais le trimestre d'avant, il avait baissé de 33%. Il y a eu des effets d'annonce sur la bourse avec Monsieur Trump qui tweet toutes les 5 minutes comme quoi il y a un nouveau record sur un indice ou un autre. Mais la vraie croissance économique fondamentale, d'où est-ce qu'elle peut venir, sachant qu'il n'y a pas vraiment de locomotive mondiale aujourd'hui qui tire la croissance. Il n'y a pas le boom des matières premières, il n'y a pas la Chine, le pétrole ne va pas très bien. Quelle est aujourd'hui vraiment la manière dont vous disiez que M. Trump doit générer de la croissance plutôt que de relever des impôts? C'est très bien, mais d'où est-ce qu'elle peut venir? Les jobs aussi, on a beaucoup de bullshit jobs aujourd'hui dans l'économie américaine avec des cumuls de 3 boulots, 6 cartes de crédit, 3-4 boulots. Ce n'est pas des jobs de très bonne qualité. Qu'est-ce que vous auriez à répondre? Je crois qu'on a vu ces dernières années la chute des nombres de jobs et la croissance de chômage, c'est encore à cause de Covid. Avant 2020, c'était plutôt positif. La mesure de croissance économique, comme avec le fisc américain, c'est pas je crois le plus grand problème pour l'économie américaine, c'est pas le nombre ou le montant des revenus collectés par le gouvernement, c'est le montant de dépenses fait par le gouvernement. On a cette lourd chargement de taux d'intérêt sur la dette d'Amérique, sur la dette des États-Unis partout dans le monde. Et ça fait des effets négatifs pour l'économie à la fin. Mais pour les personnes normales, si l'économie, ça augmente, il y a des croissances économiques dans leur niveau local, au moins, ils peuvent trouver un boulot. Tandis qu'avec un taux de paye, un taux d'imposition. Non, excusez-moi, c'est wages, comment on dit ça? Loan of du salaire. Taux de salaire minimum, c'est impliqué ou demandé, exigé par le gouvernement. On a vu ça en plusieurs villes américaines, dont Seattle, c'est une, ils ont passé un salaire minimum de 15 $ par heure. Et puis, tous les jobs dans les restaurants sont disparus. Donc, ça a mené une croissance de chômage dans les trucs-là, dans les business-là. Donc, je crois que ça doit venir peu à peu. C'est mieux d'avoir plus de jobs, plus de choix de boulot, au lieu d'avoir un manque de boulot disponible sur le marché. Deuxièmement, et on revient vers la frontière, si vous n'avez pas une frontière, vous n'avez pas un pays. Trump l'avait dit plusieurs fois.
C'est une chose qu'ici en Europe, on ne voit pas trop ou pas au même niveau qu'aux États-Unis. On a tellement, à cause des illégaux qui rentrent, qui sont employés par les jobs de base, ça rétrécit le niveau de salaire pour les autres. Ça doit être adressé pour mieux contenir, pour mieux policier, pour mieux discipliner l'immigration aux États-Unis, parce qu'éventuellement, ça va mener à une augmentation de salaire pour tous les ouvriers qui travaillent aux États-Unis. Selon qu'il y a une porte ouverte pour ces gens qui arrivent volontairement et légalement, ça ne rend pas un service aux pauvres Américains qui doivent travailler main à bouche tous les mois et payer leurs factures tous les mois en rien restant pour épargner quelque chose pour leur avenir, pour leur retraite. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, l'heure a passé à une vitesse incroyable. Wow. Peut-être avant de prendre quelques questions qui ont été écrites dans la conversation de groupe, j'aimerais que chacun de vous pose une question à l'autre. James Foley, qu'aimeriez-vous demander à Charles Adams? Avec plaisir. Cher Charles, qu'est-ce que vous... Par rapport, bien sûr, à M. Biden. Qu'est-ce que vous croyez de cet épisode de le laptop de Hunter Biden qu'il avait oublié dans un repair shop à Delaware, qui montre pas mal des instances, des exemples de, disons, une politique un peu corrompue et pas exactement correcte. Je voulais avoir votre point de vue sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Mon point de vue, mon cher James, c'est que tout cela relève de la mythomanie et de la fantaisie la plus absurde. Et le fait que la campagne de Trump ne consiste à cette 11e heure qu'à rabâcher des inventions de ce type démontre, à mon avis, à quel point il est confronté à un camouflet dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Toute cette Donc, à votre avis, c'est d'une totale irrelevance. D'accord. OK. Merci beaucoup. Charles Adams, qu'est-ce que vous aimeriez demander à James Foley au niveau de son candidat? Eh bien, moi, je pose la question suivante pour revenir à un propos déjà de tout à l'heure. Comment est-ce possible d'envisager le américain vivant à l'étranger d'un personnage dont on reconnaît déjà qu'il est bel et bien détestable, mais dont la politique ou l'absence de politique permet à se développer des conditions financières ou économiques ou fiscales que l'on juge soi-même avantageuses. Comment est-ce possible de faire abstraction du fait que l'on soit gouverné par une personne dont les qualités humaines laissent à désirer, on va dire la chose ainsi? Je vais vous répondre avec les points suivants. Et on avait déjà discuté ça. C'est bien clair à tous les électeurs de Trump qui il est. Il est quelqu'un loud, il est quelqu'un grand gueule, il est quelqu'un showman, il est quelqu'un qui aime bien être dans la presse. Il est comme ça depuis 30 ans. Il était toujours comme ça. Mais depuis ces derniers 4 ans, je répète, on voit des résultats de ces politiques qui sont positives. Et la simple fait qu'il ne soit pas politicien de nature, ou c'est positif parce que pour lui, ce qui est important dans son rôle comme président, c'est le résultat. Je crois son apparence, son image était plus important pour le président Trump quand il était occupé à la télévision. Mais maintenant, je vois un changement de focus, de vision vers le boulot qu'il fait actuellement pour le peuple américain. Et ça, il est sérieux
dans ses efforts. Et c'est moins important, son image, à mon avis. Ce qui est plus important, c'est les résultats qu'ils peuvent obtenir pour tous les Américains, non seulement les républicains, parce que si une économie augmente, si une économie fait une expansion, s'il y a une croissance économique dans le pays, ça c'est un bénéfice pour tout le monde, pour toutes les races, pour toutes les minorités, pour tous les groupes ethniques et le reste. C'est juste les winners, les vainqueurs dans ce cas-là. Et je crois que c'est ça son focus pour cette administration et pour les prochaines 4 années, si jamais il gagne. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat d'aimable tenue. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Merci, Mirette, de ton professionnalisme incroyable, comme toujours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat. On a fait un petit sondage. Préparez un petit sondage. Julien, si tu veux le lancer. Pour qui vous a plus convaincu de voter, si vous le pouviez, l'un ou l'autre? Avec James, on s'abstient d'intervenir du tout. Oh, écoutez, j'ai comme l'impression que ça pourrait s'annuler. Soyez libre, Charles. Vous pouvez bien répondre. Allez, moi, je vais voter James, là. C'est gentil. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que tout le monde a voté? C'est bien sûr totalement anonyme, mais ça ne sera pas donné en Amérique, je vous le promets. Juste ne dis pas à ma femme, c'est tout. Sauf que Enza, tu es bien naïve parce qu'on vote ça sur Zoom. Hein. Pardon. Ah ben, c'est fort intéressant. Donc, on nous disait d'ailleurs dans le chat que l'écart s'était réduit à 3,6%. Nous sommes à 3%. Vous avez pour ça 4 jours. Et on attend avec impatience les résultats mardi prochain. Écoutez, nous sommes à 1 heure de débat, c'est ce que nous avions prévu. Vraiment, encore merci à toutes et à tous. Mirette, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci, j'ai apprécié la très bonne tenue et les arguments très documentés, très fouillés. Je suis ravie que le CDE ait accès à des débats de cette qualité. Bravo, bravo Enza, bravo à Madame Carlevaro. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Que le meilleur gagne. Merci à vous et merci à tous. Merci beaucoup. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement zoomique. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça. Bravo, messieurs.